Nous revoilà pour reparler de la tectonique des plaques, mais cette fois-ci pour parler des zones de convergence. Alors essayons d'en localiser une. Zone de convergence, rappelez-vous, au niveau de la faille, les deux plaques se rentrent dedans. Alors, nous venons de voir ensemble la zone de divergence dans la précédente vidéo. Cherchons une zone de convergence cette fois-ci. Alors nous en trouvons plusieurs. Essayons de les mettre en évidence. Vous avez une grosse partie de la plaque pacifique qui est en zone de convergence. Alors ici les flèches sont manquantes, mais je vais les ajouter tout de suite. En les dessinant, ce sera beaucoup plus simple. Hop. La pauvre plaque philippine est relativement bien écrasée, malheureusement. Voici. Vous voyez qu'ici, entre la plaque sud-américaine et la plaque de Nazca, on est aussi dans un cas de convergence. Je m'arrête là parce que j'ai le cas unique de coulissage. Ensuite ici, nous retrouvons un mouvement de convergence. Ici également, vous verrez que c'est un cas particulier vu qu'on a en réalité deux plaques de même densité qui se rentrent dedans. C'est ce qui a formé la chaîne de montagnes la plus haute du monde, à savoir l'Himalaya. Voici. Alors, à présent, nous allons dessiner le schéma. Prenons aujourd'hui l'exemple de deux plaques que nous avons vues en cours. Par exemple, ici au Japon, nous avons parlé des séismes du Japon. Prenons l'exemple de la plaque philippine. Vous voyez que cette plaque philippine, si j'efface tout ce que je viens de faire, et je me mets ici, cette plaque philippine en réalité contient très peu de parties continentales. On l'appellera donc plaque océanique. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous saurez que la plaque océanique est composée de basalte, et je vous dis aujourd'hui que le basalte est une roche beaucoup plus dense que la roche qu'on retrouve dans des zones continentales, comme ici, qui elle s'appelle le granit. Nous aurons donc la plaque philippine qui rentre dans la plaque eurasienne. Bien sûr, elle ne se laisse pas faire, donc on a une résistance. Et si on regarde la plaque eurasienne, on peut constater que une grande partie de cette plaque est en fait composée de roches continentales, puisqu'elle est émergée. Roche continentale appelée granit. Contre de la roche océanique appelée basalte, sachant que le basalte est plus dense que le granit, vous verrez qu'en réalité cette plaque philippine plonge, parce qu'elle est plus dense, donc plus lourde, sous la plaque eurasienne, plaque majoritairement continentale composée de granit. Voilà. J'efface tout ceci et nous allons mettre ça sous forme de schéma. Voilà. À l'ouest, nous avions donc la plaque philippine. À l'est, et à l'ouest, nous avions la plaque eurasienne. Alors, je les dessine comme ceci, mais vous allez voir que ça va vite évoluer. On peut dire qu'elle est majoritairement continentale, et donc composée de granit. De l'autre côté, la plaque philippine, océanique, composée
de basalte. J'ai fait une petite erreur de manipulation, pardon. Voici. Comme je venais de vous l'expliquer, ces deux plaques se rentrent dedans. Maintenant, deux plaques qui se rentrent dedans. Si elles avaient les mêmes densités, elles se pousseraient infiniment et formeraient une montagne, comme ceci, les deux plaques étant de même densité, de même force, et donc on aurait la formation d'une montagne. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Himalaya entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. Malheureusement, dans ce cas-ci, nous n'aurons pas de formation de montagne puisque le basalte est plus dense que le granit. La plaque composée majoritairement de basalte va donc plonger sous la plaque eurasienne. Cette fois-ci, alors je vais un tout petit peu modifier mon schéma. Maintenant que l'on sait ça, okay. Rappelons-nous également que la plaque eurasienne, nous l'avons notée ici, en 100E, ce serait mieux, j'ai rien dit, est une plaque continentale. Il faut donc qu'elle ne soit pas totalement immergée sous l'océan. Et donc nous allons modifier quelque peu notre schéma en faisant remonter cette plaque comme ceci. Et nous aurons donc ici la partie émergée. Je corrige tout ça. Ok. Les flèches sont dans le bon sens. Les deux plaques se rentrent dedans. La plus dense, la plaque océanique composée de basalte, qui lui-même est plus dense que le granit, va plonger sous la plaque continentale composée de granit moins dense. Alors que se passe-t-il sous la croûte terrestre cette fois-ci? Je vous refais ceci pour bien vous montrer que à cet endroit nous sommes au niveau de la croûte terrestre, alors que ci-dessous nous sommes dans le manteau. Rappelez-vous, le manteau composé de roches en fusion appelées magma. J'utilise le même code couleur que tout à l'heure pour éviter la confusion. Je rappelle également que dans ce manteau, vu que nous avons une présence de roches en fusion, les températures sont bien sûr très élevées, alors que ici, dans le fond de l'océan, dans le fond de la mer, nous avons plutôt des températures très basses, mais pas négatives. Nous n'avons pas de présence de glace sous la mer. Que se passe-t-il lorsque une plaque océanique composée de roches solides, le basalte, plonge dans le manteau très chaud? Eh bien, tout simplement, cette plaque fond, se désagrège, le basalte se met à retrouver une forme liquide et se transforme en magma. Donc, première chose, écrit en rouge, nous avons une formation
une fonte de la plaque océanique et de la formation de magma. La présence de ce magma est assez inattendue. On aura même une zone où il y a trop de magma. Je vais le représenter en rouge également. Et on appellera ceci le magma excédentaire. J'utilise cette légende. Magma excédentaire, puisque nous avons un excédent de magma. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous avons également vu que le Japon était un pays qui était contraint à de nombreux séismes. Effectivement, lorsque nous avons un déplacement des plaques, un frottement, un séisme a lieu. Et donc, je vais vous symboliser ce séisme en gris, en y mettant son hypocentre, l'endroit où le séisme a lieu dans la croûte terrestre, et en tentant de dessiner au mieux les ondes de choc. Voici la légende. Séisme. Comme dans le cas de la catastrophe de Fukushima que nous avons vu au cours, ce séisme est sous-marin. Nous avons également vu que des séismes de grosse magnitude ayant lieu sous l'eau provoquent fréquemment des tsunamis, puisqu'il y a un relèvement de la plaque océanique ou continentale. Cela crée une grosse onde de choc, et ici nous avons l'information d'un tsunami, d'une vague. Alors, elle peut aller vers la côte ou dans le sens inverse. Ici, c'est juste une illustration. Je n'utiliserai pas la place dans ma légende, je vais l'écrire directement ici. Tsunami. Formation est due au séisme sous-marin. Il s'agit ici d'un schéma. Bien sûr, le tsunami ne prend pas tout de suite la forme d'un mur d'eau. Il ressemblera à cela quand il arrivera vraiment à proximité des côtes. En principe, ici, il s'agit juste d'une grosse vague qui se déplace extrêmement rapidement. Le séisme n'a pas seulement provoqué un tsunami. Il a aussi fracturé la plaque continentale. Et donc, nous avons une présence de fissures. Ces fissures qui parfois peuvent aller bien loin, selon les cas. Nous avons une fragmentation de la plaque continentale avec ces fissures. Et ici, du magma excédentaire qui ne demande qu'à remonter à la surface. Je garde le même code couleur pour ce magma excédentaire, je vais juste changer la taille du spray. Mais ce magma va profiter de ces fissures et de ces ouvertures pour s'y infiltrer. Alors, dans le cas où ce magma rentrerait en contact ici avec le fond de l'océan, il refroidirait et formerait, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de la roche océanique. Rappelez-vous du nom, il s'agit de basalte. En revanche, si le magma arrive à s'infiltrer,
jusqu'à la surface de la croûte terrestre au niveau de la plaque continentale. Que se passe-t-il? Le magma, une fois à la surface de la plaque continentale, n'est plus en contact avec de l'eau froide dans le fond de l'océan. Nous aurons donc une sortie de magma et donc une éruption volcanique en réalité. Vous imaginez ce phénomène à l'échelle de millions ou de milliards d'années. La première sortie de magma va créer une petite éruption. Moins vite que dans l'eau, mais tout de même, le magma finira par se refroidir et former de la roche, mais cette fois-ci continentale. Et le cycle étant quasiment infini, une deuxième éruption aura lieu, puis une troisième, puis une quatrième. À chaque fois que la plaque océanique coulissera petit à petit, fondra, formera du magma excédentaire à cause de cette fonte, provoquera des fissures et que le magma pourra s'infiltrer jusqu'à la sortie. Et donc finalement nous avons une formation de volcan ici. C'est bien sûr ce qu'on peut observer pour le Japon. Le Japon qui est contraint de nombreux séismes. Le Japon qui a connu plusieurs phénomènes de tsunami. Et le Japon qui est connu pour avoir l'un des plus jolis volcans au monde, à savoir le mont Fuji. Et donc ici dans la légende, je remets cette forme brune qui correspond à un volcan. Voilà ce qui se passe dans les zones de convergence. Vous voyez que c'est un peu plus complexe et que la vidéo a duré un peu plus longtemps que dans les zones de divergence, mais c'est parce qu'il se passe beaucoup plus de choses. Résumons ensemble. Dans une zone de convergence, les deux plaques se rencontrent, se rentrent dedans. La plaque la plus dense, à savoir la plaque océanique, composée de basalte, plonge sous la plaque la moins dense, la plaque continentale, composée de granit. Le fait de plonger sous la croûte terrestre fait que cette plaque océanique se retrouve dans le manteau composé de magma très chaud. La roche de la plaque océanique va donc fondre, se transformer en magma qui devient excédentaire, qui n'a pas vraiment de place pour rester là. Il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir remonter. Lors des frottements, il y a des séismes qui ont lieu. Si le séisme est sous-marin, souvent il créera une ondulation dans l'océan, une vague, qui, si les conditions sont réunies, formera un tsunami, ravageant les côtes les plus proches. Ce séisme a également provoqué la fragmentation de la plaque continentale, créant ainsi des fissures dans la croûte terrestre à ce niveau. Le magma excédentaire, opportuniste, profite de ces fissures pour s'y infiltrer. Si il traverse cette croûte continentale et se retrouve au contact de l'eau, il formera de la roche océanique, appelée basalte. S'il réussit à traverser cette plaque majoritairement continentale en se retrouvant dans une partie émergée, une première éruption aura lieu, puis une seconde, puis une troisième, et petit à petit, un volcan se formera. Donc dans des zones de convergence, nous avons énormément de séismes, et dans la plupart des cas, des volcans actifs, ou encore, ou éteints. Voilà ce qui résume la zone de convergence. Nous retrouvons tout de suite pour la troisième partie, qui celle-là sera beaucoup plus courte et beaucoup plus rare, la zone de coulissage. À tout à l'heure.